Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le mercredi 24 janvier. Voici le programme de ce soir. Une action coup de poing pour se faire entendre. 13 tracteurs se sont rassemblés tôt ce matin pour déposer des ballots de paille sur la N12 au niveau de Houdan. Les Yvelines rejoignent ainsi le mouvement national des agriculteurs en colère. D'autres actions sont annoncées dans les prochains jours. On fait le point. Carmat, la première usine de cœurs artificiels au monde, souhaite augmenter sa production. Située à Bois d'Arcy, la société a déjà transplanté ses cœurs en Allemagne et en Italie, mais aimerait s'étendre aux États-Unis. Son ambition, atteindre la production de 1000 cœurs artificiels par an d'ici 2027. Chaque année, les Olympiades reviennent à la Bergerie nationale de Rambouillet. L'objectif de ce concours, sélectionner les meilleurs jeunes bergers et valoriser le métier d'éleveur de brebis. Ils étaient une trentaine de candidats. Retour sur cet événement. Et puis comme d'habitude, l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission. Ce soir, nous serons avec Sonia Brault, la maire de Saint-Cyr-l'École. Elle viendra nous présenter les grands projets pour l'année à venir dans sa commune. Vous connaissez le programme, bienvenue dans votre 7-8. Tout de suite, les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabriel Gontier, bonsoir. Bonsoir. On commence ces informations du jour avec la colère des agriculteurs yvelinois. Ils dénoncent notamment l'inflation dont ils sont victimes ainsi que les contraintes européennes liées à la profession. Ce matin, une première action a eu lieu dans les Yvelines. Oui Mathilde, et la colère ne faiblit pas. Peu avant 8h30, une opération escargot a eu lieu dans le secteur de Houdan à l'appel du syndicat FDSEA Île-de-France. Une trentaine d'agriculteurs se sont rassemblés sur la Nationale 12. Pas de blocage des routes, mais un arrêt pour accrocher une banderole avec l'inscription suivante: Macron, réponds-nous, hashtag sauve ton paysan. 2 radars ont également été couverts de paille. C'est la première fois depuis le début de la mobilisation que des agriculteurs se mobilisent dans la région. Une nouvelle opération est prévue demain matin sur la Nationale 12, cette fois-ci dans le secteur de Montfort-l'Amaury. Frédéric Rose pourrait devenir le nouveau préfet des Yvelines. Oui, il s'agit d'une information du média La Lettre. Frédéric Rose, actuel conseiller intérieur et sécurité d'Emmanuel Macron et ancien proche collaborateur de Rachida Dati, pourrait succéder à Jean-Jacques Brault, l'actuel préfet des Yvelines depuis 2018. Cependant, cette nomination, Mathilde, n'est pas encore officielle. Il faudra attendre une officialisation en Conseil des ministres. On poursuit, Gabriel, avec une information spatiale. Oui, il y a 3 ans, jour pour jour, une fusée Falcon 9 était lancée par SpaceX en Floride. 143 satellites étaient à bord. Parmi eux, UVSQ-SAT. Il s'agissait du tout premier nanosatellite français destiné à observer des variables climatiques. Il a entièrement été conçu au laboratoire du Latmos à Guyancourt. Depuis son lancement, UVSQ-SAT a effectué plus de 15 000 tours de la Terre, fourni plus de 20 millions de télémesures, livré plus de 3 millions de données scientifiques. On peut voir quelques exemples à l'image. En avril 2023, UVSQ-SAT a été rejoint par un deuxième nano-satellite. Celui-ci, il s'appelle Inspire Sat 7. Un troisième devrait arriver, sera lancé en 2025. C'est CubeSat UVSQ-SAT NG. 184 jours avant les Jeux Olympiques de Paris et pour l'occasion, la ville de Poissy s'organise. Oui Mathilde, car plusieurs stars du triathlon poseront leurs valises dans la cité Saint-Louis à Poissy. Parmi elles, le Norvégien Christian Blumenfeld, double médaillé d'or aux Jeux de Tokyo, et la Bermudienne Flora Jane Duffy. D'autres athlètes néo-zélandais et suisses devraient également s'y installer pour leurs entraînements. Le stade Léo Lagrange et la piscine de Mignot seront mis à leur disposition. Et Poissy pourrait également accueillir l'été prochain un autre sport olympique, le rugby à 7. L'équipe japonaise serait déjà en contact avec la municipalité. Enfin, Gabriel, on termine avec de la danse. Le groupe Noblesse Crew fait la gloire des Yvelines. Oui, dimanche dernier, le club de danse originaire de Mantes-la-Jolie a triomphé. Pour la 2e année consécutive, il remporte le Battle Age Quality, une compétition française de danse hip-hop composée de 2 épreuves, l'une en groupe et l'autre en duo. Je vous propose qu'on regarde un extrait.
Et vous le voyez sur ces images, Noblas Crew a tout raflé. Les Yvelinois repartent donc avec une récompense de 2024 €. 2024 € pour l'année 2024. Peut-être comme l'année, effectivement. Merci beaucoup, Gabrielle Gontier, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. En 2013, l'entreprise Carmat, située à Bois d'Arcy, implantait pour la première fois un cœur artificiel à un humain. Aujourd'hui, l'objectif pour la société est d'étendre sa production à travers le monde. C'est le reportage de Patrick Jacques de Dixmude et de Gabrielle Gontier. Il y a 10 ans, l'entreprise Carmat permettait l'implantation du tout premier cœur artificiel au monde. Aujourd'hui, la technologie conçue à Bois d'Arcy a permis d'équiper une 50aine de patients. L'objectif dorénavant, augmenter la production et la commercialisation pour répondre à la crise de l'insuffisance cardiaque liée au manque de greffons. Aujourd'hui, on est à peu près sur une augmentation d'année en année de l'ordre on double notre production d'année en année. C'est un peu l'objectif qu'on a en termes d'ordre d'idée. Alors ça varie évidemment par rapport à la demande, puisque on s'aligne aussi sur la demande, c'est-à-dire qu'on est capable d'accélérer éventuellement si on le souhaite. C'est clairement lié aux équipes commerciales et à leurs besoins. Déjà présent en Allemagne et en Italie, les cœurs Carmat devraient se développer en France et aux États-Unis d'ici 2027. Notre objectif, c'est les États-Unis. On se prépare donc parce qu'aux États-Unis, on sait que c'est le marché majeur de la cardiologie mondiale dans tous les domaines de la cardiologie. De ce fait-là, il faut que nous, on soit prêts et c'est ce qu'on fait. Leader dans cette technologie, après plus de 10 ans de développement et de recherche dans ses usines, la technologie est en constant développement sur le site de Bois d'Arcy où sont assemblés les cœurs artificiels. On arrive à un moment où la prothèse a beaucoup progressé en fiabilité globalement. On arrive sur quelque chose d'extrêmement pointu. C'est sans doute ce qu'on appelle le device ou le système médical le plus pointu qui existe au monde, puisque ça ne tolère aucune défaillance, puisque c'est le cœur. Et vous savez que s'il y a une défaillance, malheureusement, ça se passe mal. L'ouverture aux marchés internationaux est aujourd'hui nécessaire à l'entreprise pour atteindre son équilibre financier. Cette année, le site devrait réaliser une centaine d'implantations. Direction à présent la bergerie nationale de Rambouillet. Hier se déroulait la finale du meilleur jeune berger d'Île-de-France. Une trentaine de candidats se sont affrontés à travers des épreuves théoriques et pratiques. L'objectif, susciter des vocations et donner envie à une nouvelle génération de s'installer en élevage de brebis. Regardez. Trier les brebis, évaluer leur état de santé, ou encore parer des onglons. En cette matinée hivernale, ils sont une trentaine à tenter de devenir le meilleur jeune berger d'Île-de-France. Parmi eux, une quinzaine de la bergerie nationale de Rambouillet et pour la première fois cette année, une quinzaine du centre de formation agricole La Bretonnière en Seine-et-Marne. Ça fait une expérience en plus et ça me permet d'apprendre aussi les moutons parce que je ne suis pas du tout dans le milieu. Donc voilà, ça permet d'apprendre et ça fait une bonne journée, c'est convivial. Les éleveurs sont assez patients, ils prennent le temps aussi, ils ont conscience aussi qu'on est jeune, qu'on est là aussi pour apprendre, donc ils sont très pédagogues, ils prennent le temps d'évaluer, de voir un peu aussi notre aisance avec la manipulation de l'animal, mais aussi de pouvoir expliquer nos connaissances. Donc c'est très intéressant et c'est une très bonne expérience. Et pour devenir le meilleur jeune berger d'Île-de-France, il faut réussir les épreuves théoriques et pratiques. Ces dernières sont directement inspirées des gestes quotidiens des éleveurs. Vous avez l'état d'engraissement des agneaux, donc c'est une épreuve importante puisque on juge l'état des agneaux avant de les vendre, donc c'est le revenu de l'éleveur. Le tri des brebis, c'est pareil, c'est une épreuve d'éleveur, donc trier des brebis selon ce qu'on demande. La génétique, c'est pour le choix des reproducteurs, donc c'est pareil, c'est pour leur revenu puis améliorer la qualité de l'élevage. Et la santé animale, c'est le b.a.-ba de tous les jours. Mais ces Olympiades ont avant tout pour objectif de susciter des vocations chez la jeune génération. La filière recrute dans tous les domaines. C'est une vitrine pour notre métier, ça permet de montrer que notre filière est dynamique et que des jeunes s'intéressent encore à l'élevage au vin. Ça mobilise les jeunes, ça permet de se rencontrer et vraiment pour les jeunes ça ouvre plein de portes, ça permet de
de rencontrer du monde, de trouver potentiellement de l'emploi, des maîtres de stage, etc., des formations adaptées. Et ce travail sur le long terme commence à porter ses fruits selon le recensement général agricole de 2020. Le départ de 500 éleveurs est compensé par 500 installations chaque année, soit un départ pour une arrivée. Prochaine étape pour ces Olympiades 2024, la finale nationale au Salon de l'Agriculture le 24 février. Alexia Hurtevant et Amélie Lamperière auront la chance de concourir au titre de meilleur jeune berger de France. Et pour la première fois, la France relance des Olympiades internationales. Une trentaine de délégations étrangères participeront à la 3e Coupe du Monde du meilleur jeune berger du monde. Ce sera du 25 mai au 1er juin. La compétition fera étape à la Bergerie nationale. Et on reste à la Bergerie nationale de Rambouillet puisque ce samedi 27 janvier, le site organise ses journées portes ouvertes. Vous y retrouverez toutes les informations sur les métiers de l'agriculture, du cheval et de la santé animale. La Bergerie nationale propose 16 formations qui vont du CAP à la licence professionnelle. Il y a 2 journées portes ouvertes pour le pôle formation. Il y en a une ce samedi, donc le 27 janvier. Et il y en aura une deuxième, un autre samedi, qui sera le 9 mars 2024. L'idée, c'est vraiment d'accueillir les futurs apprentis et stagiaires de la formation continue qui viendront dans nos formations plus tard et de leur, à la fois de leur donner des informations collectives, en particulier sur l'apprentissage, puisqu'on a la particularité d'être un centre d'apprentissage, ou sur les financements des formations pour les adultes, par exemple. Beaucoup de formations hippiques. Donc liées au métier du cheval, que ce soit l'enseignement ou la gestion de structures hippiques. On a des formations liées à l'agriculture, bien entendu, puisqu'on est un établissement d'enseignement agricole, avec en particulier des BTS production animale et gestion et stratégie de l'exploitation agricole. Et ça, c'est très important parce que dans les années à venir, il va y avoir un fort renouvellement des générations d'agriculteurs. Alors c'est un établissement très singulier, d'abord parce que au niveau historique c'est quand même des conditions d'accueil dans un milieu remarquable, que ce soit les bâtiments, le parc. C'est comme tout l'enseignement agricole, on a la particularité de proposer des internats. Donc 75% de nos apprenants sont internes, des 400 apprenants du centre de formation sont internes. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, nous devrions avoir la tête dans les nuages sur l'ensemble des Yvelines. Le brouillard sera bien présent. Côté température, de la douceur, il fera entre 9 et 10 degrés. L'après-midi, le brouillard devrait laisser place à la pluie dans le département. Niveau température, il fera 13 degrés du côté de Mantes-la-Jolie et de Houdan et 12 degrés vers Versailles et Rambouillet. Et demain, nous fêterons la Saint-Paul. C'est l'heure à présent de l'invité du 7-8. Et ce soir, nous serons avec la maire de Saint-Cyr-l'École, Sonia Brault. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année 2024. Bonne année à vous aussi et à tous ceux qui vous sont précieux. Merci. Bonne année également à tous les Saint-Cyriens et les Saint-Cyriennes. Première question, Sonia Brault. Quel bilan faites-vous de l'année 2023 à Saint-Cyr-l'École? Que retenez-vous de cette année écoulée? Alors, une année compliquée, perturbante, plus sur un retentissement national. Qui a touché l'ensemble de nos communes, mais à la fois une année où les projets ont avancé, où on peut dès 2024 se projeter sur des fins de chantier et l'un dans l'autre, finalement, la vie reprend son cours. Vous parliez des émeutes urbaines? Je parle des émeutes, je parle de l'inflation sur une ville où on a encore 33% de logements sociaux, avec une énergie qui a pris un bond incroyable, un panier de courses qui est de plus en plus compliqué à assurer jusqu'à la fin du mois. Non, je pense qu'au niveau national, les retombées sur nos territoires, ce qui est normal, ont été assez importantes.
Justement, avec ce contexte compliqué d'inflation, de crise énergétique, on sait que c'est compliqué pour les finances des collectivités. Est-ce qu'à cause de ce contexte compliqué, vous allez devoir augmenter les impôts locaux dans votre ville ? Alors, nous n'augmenterons pas les impôts locaux, cette année en tous les cas. Je ne préjure jamais de rien, parce que je suis élue depuis 2008 et j'ai vécu des crises comme celle de 2016, qui était quand même pas mal. Je suis aussi conseillère départementale, et au niveau du département, aujourd'hui, on vit une crise absolument ubuesque. Le département, c'est le premier partenaire de la ville. Donc quand lui, il a moins d'argent, qu'est-ce qu'il fait de son argent? Il le redistribue aux collectivités, aux villes. Bon, ça veut dire qu'on sait pertinemment qu'il va falloir avoir, on va dire, 1 à 2 ans minimum, si tout restait comme ça, assez compliqué. Mais nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts. Ça veut dire qu'on sera beaucoup plus drastique sur la gestion du quotidien. Alors, dans les grands projets pour la commune, depuis plusieurs années déjà, il y a le renouvellement du quartier de la Fontaine Saint-Martin. Qu'est-ce qui est prévu concrètement et où en sont les travaux ? Alors, c'est en effet un grand projet. Hein. C'est un projet qui s'est initié en 2016. Vous voyez comme le temps de la rénovation est longue. Ça a commencé réellement, on a commencé à avoir des échafaudages il y a deux ans à peu près. Ça prend du temps parce que c'est une énorme rénovation. C'est qu'on a fait le choix avec le bailleur et avec le département de ne pas faire une rénovation classique avec un peu d'isolation à l'extérieur, des mises aux normes au niveau électrique, mais de revoir entièrement l'intégralité des appartements, que ce soit au niveau des mobiliers, salle de bain, cuisine, évidemment toutes les mises aux normes électriques, et extérieur pour l'isolation. Parce que justement, on le disait tout à l'heure, l'énergie, la consommation est une vraie problématique aujourd'hui pour les foyers, et notamment pour les foyers modestes. En conséquence de quoi une meilleure isolation, c'est forcément un gain pour le locataire. Et un travail vraiment partenarial entre la ville et le bailleur, puisque ce sont des bâtiments qui datent des années 70, une époque dans laquelle on construisait avec des espaces publics ouverts, qui s'entremêlaient entre ce qui appartenait au bailleur, ce qui appartenait à la commune. Et donc là, une meilleure résidentialisation des bâtiments, des places de parking, de façon à assurer une envie d'être chez soi pour les personnes qui habitent le quartier. Ça concerne combien d'habitants environ, ce Alors, quartier ? C'est un peu moins de 1000 logements, donc à peu près 1700, 2000 personnes. Et ça représente quel coût pour la ville, ce grand projet de renouvellement urbain ? Ça représente, le projet en totalité représente 76 millions d'euros. Pour la ville, il y a à peu près 5 à 6 millions d'euros, puisque ça se traduit par les voiries, vraiment des changements de circulation dans le quartier même, pour l'ouvrir sur la ville. Toujours dans les grands projets pour la ville, la mise en place de la zone commerciale baptisée Les Portes de Saint-Cyr, qui est située à côté de la ferme de Galie. Plusieurs commerçants ont ouvert depuis quelques mois. Lesquels et quels sont ceux qui vont arriver prochainement ? Alors, c'est un projet qui date de 83. C'est comme quoi, hein, quand on dit que le temps est long. Oui, parce que l'aérodrome était plutôt contre. Parce qu'ils avaient très peur qu'une zone commerciale amenant du monde, on finisse par dire on va fermer l'aérodrome. La création de cette zone d'activité permet justement beaucoup de facilité par rapport à ses habitants. On a par exemple l'atelier des papiers qui est une boulangerie. On a Culture Vélo, qui est quelque chose qui était extrêmement demandé sur Saint-Cyr, c'est-à-dire un magasin où on peut acheter de l'article de vélo, mais qui soit un professionnel. On a la ménagerie du Roi qui s'est installée, qui est la brasserie du Roi de Versailles, qui avait besoin d'espace pour pouvoir fabriquer sa bière. Une salle de sport, voilà, des cabinets dentaires. Donc ça va apporter de la vie à Saint-Cyr-l'École. Et une banque populaire. Et quelles sont les prochaines entreprises qui vont s'implanter ? Aujourd'hui, tout est en discussion. D'accord. On n'a pas trop d'informations. On me parle d'un McDonald's. Bon, de toute façon, on a cette chance. Pour ou plutôt contre ? Alors, moi, je vais vous dire, à la base, je suis une libérale. Donc, le fait que McDonald's veuille s'implanter à Saint-Cyr donne une image d'une ville qui est quand même dynamique. Généralement, McDonald's ne va pas s'installer à un endroit où il n'a pas la capacité de développement
d'une clientèle. On a cette grande chance à Saint-Cyr d'être protégé par les ABF. Donc, même si c'est McDonald's qui s'installe, ce sera avec des codes architecturaux qui répondront à la proximité du château. J'ai envie de dire qu'on a plutôt des atouts. Alors 2024 sera aussi marqué par la rénovation de nombreuses routes qui ont déjà commencé, notamment celle qui longe cette nouvelle zone commerciale des Portes de Saint-Cyr qui est déjà en renouvellement. D'autres routes vont être rénovées? Alors oui, on est en train de terminer. Alors cette année, les routes, c'était beaucoup aux alentours de la RD7, cette grande départementale qui longe l'arrière du château, qui vont accueillir les Jeux Olympiques et notamment la partie équestre, triathlon et autres. Et donc en fait, on a travaillé à la fois sur cette RD7 via le département, mais aussi sur les parallèles. On a par exemple l'avenue du colonel Arnaud Beltrame, qui est une route qui appartient à la zone Charles Renard, qui n'était pas encore terminée et que nous sommes en train de terminer pour venir se raccorder à la RD7. Puis la route qui s'appelle la rue Guy Moquet, qui elle-même a deux perpendiculaires, deux petites routes en impasse, et qui est un quartier très résidentiel. Et il aurait été insupportable d'avoir une RD7 complètement rénovée pour des Jeux Olympiques et que la commune ne rénove pas une route dans laquelle on a une petite centaine de pavillons et donc de Saint-Cyriens qui attendaient ces rénovations. Donc les travaux seront finis avant les Jeux Olympiques? C'est un impératif. Alors, pas pour la rue Guy Moquet. D'accord. Parce que ce sont des travaux qui vont prendre un peu plus de temps et qu'on se donne le temps. La RD7 le sera et l'avenue du colonel Beltrame aussi. Alors un projet sur lequel vous travaillez depuis 6 ans, c'est la mise en place d'un accueil unique. Qu'est-ce que c'est? L'objectif, c'est de simplifier la vie du Saint-Cyrien, qu'il n'ait pas à courir sur plusieurs rendez-vous, qu'on n'ait pas une première étape où on dit « j'ai entendu que vous ne pouviez pas payer ce mois-ci, ne vous inquiétez pas, on l'a noté, prenez rendez-vous à tel endroit avec tel service ». Non, il faut qu'on arrive à une telle fluidité que dans la matinée, l'après-midi, les choses soient bouclées. Alors 2024, Sonia Brault, c'est aussi l'année des Jeux Olympiques, on en a parlé un petit peu. Est-ce que vous avez prévu des animations avant les Jeux Olympiques? Alors ça fait maintenant 4 ans que nous travaillons chaque année sur le thème des Jeux Olympiques. C'est quand même quelque chose de gigantesque qui va mettre la fête dans toutes nos villes. Ça fait 4 ans que le thème de la fête de la ville est sur les Jeux Olympiques avec des spécificités. On avait fait la première année sur les Jeux Olympiques, mais vision jeux vidéo. D'accord. Et on a à chaque fois comme ça décliné chaque année une thématique. On a surtout beaucoup travaillé ça avec les jeunes dans les écoles et notamment c'est la création des Cyrolympiades, puisqu'on voilà. C'est quoi les Cyrolympiades? Les Cyrolympiades, c'est le nom qu'on a trouvé pour ne pas utiliser de termes qui nous auraient coûté de l'argent. D'accord. Voilà. Donc c'est quoi? C'est simplement revisiter les Jeux Olympiques à travers à la fois la pratique sportive, mais surtout les valeurs du sport, des Jeux Olympiques, et les travailler avec nos jeunes, à la fois nos jeunes dans nos élémentaires, mais aussi, et dans nos maternelles, mais aussi avec la fin du cycle qui se termine au collège avec la 6e. Et le faire dans l'ensemble de la ville. On a la chance à Saint-Cyr d'avoir un territoire qui est très riche, notamment d'avoir cette école militaire en plein centre-ville. Et c'est l'occasion, une fois par an, de faire entrer nos élèves, nos écoles, dans le lycée militaire. Donc ce sera quand, ces Cyrolympiades? Alors c'est au mois de juin. D'accord. Première quinzaine, me semble-t-il. Et c'est l'occasion, en effet, de faire entrer nos élèves dans le lycée militaire, de les faire travailler sur les valeurs du sport, du dépassement de soi, du fait de travailler en équipe, et beaucoup aussi sur le paralympique. Parce qu'on a une fâcheuse tendance à tous beaucoup parler des Jeux Olympiques, mais c'est aussi un moment important. Voilà, où on peut se permettre de parler de la différence. Alors Sonia Brault, il vous reste à peu près 30 secondes pour votre carte blanche. On vous laisse le sujet de votre choix. Qu'est-ce que vous voulez aborder? Eh bien justement, moi, sur ma carte blanche, j'aimerais parler à la fois du paralympique, et ça tombe bien, on rebondit, mais surtout de tout ce qui est autour de l'enfance, de la différence et du handicap.
J'aimerais d'abord remercier mes services, à la fois mes services, mais aussi l'Éducation nationale pour l'excellent travail qui est fait sur notre commune. Je rappelle qu'il y a une loi en 2005 qui dit qu'on doit inclure les enfants différents, que les moyens n'ont pas été donnés et que voilà, il faut aujourd'hui vraiment développer cette partie-là. On n'a plus les moyens de les mettre de côté. Il faut vraiment les inclure. Ça passe par des AELI, des centres de loisirs adaptés à leur accueil. Ça passe par beaucoup de formations au niveau à la fois de nos enseignants, mais aussi de nos animateurs. Et voilà, donc si ma carte blanche devait être quelque chose, puisque nous sommes en 2024 et que nous avons les Jeux olympiques et paralympiques, pensons à nos élèves, pensons à nos enfants et développons. Pour l'inclusion. Merci beaucoup, merci. Sonia Breu, et encore une belle année 2024 à Saint-Cyr-l'École. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV 78. Prenez soin de vous.